Surtout ce matin, malgré votre agenda très chargé, merci encore pour cet honneur. Je vous en prie. Voilà. Vous êtes, nous sommes peut-être, vous êtes peut-être au contact de l'auditoire pour la première fois en cette nouvelle année. Ouais. Peut-être la tradition voudra quand même que vous puissiez placer un mot. Oui, tout à fait. Et nous sommes dans une enceinte de communication masse médiatique. Ouais. Et les auditeurs qui nous ont suivis, l'année qui s'est écoulée, nous ne devons que leur envoyer un petit message d'abord de remerciement, parce que c'est les auditeurs qui font la radio. Voilà. Et cette année qui vient, la seule et grande chose que nous pouvons souhaiter, c'est la santé. Oui. C'est la santé, et la santé. Surtout ça. Surtout la santé. Voilà. Et puis on ajoute beaucoup d'inspiration pour une bonne prise de décision dans le quotidien de tout un chacun. Docteur Ekwe-Foli Gada, quelqu'un l'a chanté, le monde a chaud. Le monde semble perdre ses repères. Qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, les anciennes règles qui ont conduit le monde dans une certaine relative paix sont en train de s'effriter. Et il y a eu une rupture de la légalité internationale depuis les années 90, avec l'invention américaine du principe de la responsabilité de protéger, qui détruit systématiquement la souveraineté des États et qui illégitime les interventions par force armée dans tous les théâtres, même nationaux, où certains droits de l'homme ont pu ou pourront être brimés par différents gouvernements. Et déjà, ce principe a ruiné les bases de la paix dans les relations internationales. Après, on a eu d'autres ruptures de l'égalité, et notamment avec la violation du principe sacro-saint, selon lequel aucune nation ne pouvait intervenir par force armée sans l'autorisation explicite du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà. Et cette règle va être violée déjà en 1991 dans le cadre plus ou moins de la première guerre du Golfe. C'était la première tentative de violation de ce ciment, le ciment fondamental, qui avait d'ailleurs poussé beaucoup d'ex-colonies africaines à rentrer dans l'ONU, parce que l'ONU garantissait la situation de non-guerre et de paix grâce à des leviers qui devaient être respectés. Quand vous rentrez dans l'ONU, vous êtes certain que personne ne peut vous attaquer militairement sans l'autorisation des 5 grands pays qui étaient du Conseil de sécurité. Mais après, on voit que les États-Unis ont violé cette règle avec le Kosovo, et ensuite avec l'Irak. L'Irak en 2003. Mais avant l'Irak en 2003, cette règle a été violée en 2000, déjà en 2001, sur des théâtres qui n'ont pas été tout à fait médiatisés. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais on remarque qu'il n'y a plus de sécurité dans le monde. Parce que justement, les 5 qui devaient garantir la sécurité ont commencé, n'est-ce pas, par agir eux-mêmes en violant les propres règles qu'ils se sont données. Oui, la mais guerre en docteur, Libye. Quand nous prenons par exemple le cas de Kosovo, Sarajevo, l'ex-Yougoslavie, ou peut-être d'autres guerres en Irak, par exemple, les Américains, avant d'aller attaquer ces pays, ont quand même donné des raisons, et avancé des raisons. Oui, et c'est les mêmes raisons qui ont été avancées pour attaquer Saddam Hussein. Et que Saddam Hussein aurait possédé ou posséderait des armes de destruction massive. Atomique. Mais dans le droit international, aucune disposition, à ce que je sache, n'autorise un État à intervenir militairement parce que un autre État aurait possédé ou posséderait ou aurait violé une convention, un accord sur le régime de possession, de développement de certains types d'armes. Et quand vous citez Kosovo, mais non, il y a eu des raisons. L'UCK, qui était considéré par les Américains comme un groupe terroriste dans les Balkans, et a été tensé, mais il n'y a pas eu d'autorisation. D'ailleurs, les Russes avaient
en informel, dit aux États-Unis qu'ils n'étaient pas d'accord sur cette intervention qui rentrait dans la zone d'influence de l'Union soviétique. Oui. Et justement, c'est à cause de cette guerre où la Russie était impuissante. Impuissante dans le sens que le pouvoir d'empêcher de faire que toutes les grandes puissances devaient posséder, la Russie l'a perdu. Elle n'a pas pu empêcher les Américains de faire. Et c'est ça qui va révolter certains officiers supérieurs comme Vladimir Poutine, qui vont jurer de reconquérir la puissance de l'Union soviétique pour empêcher de faire quand ils auront intérêt de le faire. D'où, vous voyez, la corrélation historique entre cette violation, la violation de ce principe de 91-90 avec ce qui se passe maintenant à partir de 2014 en Ukraine. Avec l'annexion de la Crimée, et Bien qui sûr. aujourd'hui s'est étendue sur l'ensemble de l'Ukraine avec la guerre de février 2022. Bien sûr, mais la guerre a commencé en 2014, Oui. mais elle n'a pas été médiatisée. Et elle a été médiatisée seulement avec l'invasion de l'armée russe, n'est-ce pas, en Crimée et en Ukraine. Oui. Mais la guerre avait commencé et ça correspondait exactement aux 70 années de Nostradamus. Puisque Nostradamus disait que l'Europe connaîtra la paix après la Grande Guerre pendant 70 ans. Et à l'issue de la 70e année, la guerre reviendra en Europe. Faites le calcul. 45-2014, ça fait 70 ans. Exactement. Et la guerre est revenue. La guerre est revenue en Europe. Et on ne sait pas quand elle va partir, elle va quitter l'Europe. Maintenant, lorsque les États qui sont les garants de l'ordre mondial commencent par violer les règles fondamentales, le monde rentre dans ce que nous appelons l'état de nature. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe. Pourquoi le mouvement terroriste a pris de l'ampleur dans le monde? Dans le monde. Parce que l'impossibilité de faire la guerre s'entend un conflit interétatique, puisque les règles internationales interdisent la guerre. Or, les constructeurs du monde n'ont pas fini de construire le monde. Ils n'ont pas atteint la forme idéale qu'ils voulaient pour le monde. C'est-à-dire, on n'a pas atteint la fin de l'histoire. Donc, ils ne pouvaient pas mettre un terme aux campagnes de guerre, puisque c'est grâce à la guerre qu'ils transforment le monde, empire par empire. Ils renversent les empires, ils poussent les frontières de leur influence vers l'Est, vers l'Est, vers l'Est. Et les principes des Nations Unies les bloquaient à un moment donné. Voilà. Et il faut pouvoir faire la guerre. Ils ont tenté avec les principes comme la responsabilité de protéger, le danger imminent dû à des armes et que certains États ne pouvaient pas posséder. Les armes de destruction massive. Oui, mais le monde a réagi contre ces campagnes. Et ils ont compris que avec les armées régulières, ils ne pouvaient plus reconstruire le monde. Ce serait trop patent. Et alors, le mouvement terroriste va être développé comme étant un mouvement belliqueux, non étatique, mais qui serait soutenu par les grandes puissances pour transformer le monde, continuer en sourdine le ou bien projet, bien sûr. Au sud des uns. Non, bien sûr, en sourdine, pour continuer le projet de transformation du monde, c'est-à-dire ce que nous appelons en géopolitique la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est lorsqu'il n'y a plus de contempteurs, d'ennemis, lorsque tous les ennemis sont mis au pas. Et partout où un gouvernement veut briller, indépendamment des grâces des grandes puissances, elles lui feront la guerre. Partout où tout pays veut briller, indépendamment des grâces des grandes puissances, les grandes puissances lui feront la guerre. Absolument. Si vous voulez comprendre le monde, écrivez ce principe. Donc la souveraineté que les gens crient aujourd'hui, donc ce serait de l'illusion? La souveraineté est... Si ce n'est pas avec la bénédiction des grandes puissances? Tout à fait. La souveraineté est à gagner. Elle n'est pas donnée. Elle ne sera jamais donnée. Et en tant que théoricien et étudiant de la sociologie des relations internationales, je peux vous dire que la souveraineté en tant que telle n'existe pas. Il n'existe que des capacités qu'il faut acquérir. La capacité de faire, la capacité de ne pas faire, la capacité de faire et la capacité d'empêcher de faire. C'est ce qu'il faut conquérir. Après, les gens peuvent l'appeler la capacité de faire, la capacité de ne pas faire, la capacité de faire.
et la capacité d'empêcher de faire. Ouais. C'est ce qu'il faut chercher à avoir, par tous les moyens, par la technologie, par l'information, par la manipulation de l'information, par la richesse. Et les nations qui n'ont pas compris cet enjeu seront toujours gouvernées, subjuguées par les autres, mais continueront de clamer une souveraineté qui est formelle. Alors, nous allons revenir encore dans le courant du débat sur certains de ces aspects que vous étiez en train d'évoquer. Mais, docteur, parlons un peu du Togo. Le Togo a perdu son premier président qui a été assassiné le 13 janvier 1963. Depuis lors, la lumière n'a toujours pas été faite ni les restes de Sylvanus Olympio rapatriés. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation, je dirais, floue, et qui peut, dans certaines sphères, avoir des interférences négatives sur la vie même de la nation togolaise? Elle l'a, parce que cela rejaillit toujours sur la vie des Togolais. Oui, ceci est une grande question nationale. Lorsque on étudie les grands problèmes, et dans le cas togolais, l'un des grands problèmes est celui-ci. Un grand chef a été assassiné. Oui. On n'a jamais trouvé ceux qui ont tué. Et ceux qui ont dit l'avoir tué, on les a décorés. On les a décorés. Et après, les dépouilles de ce grand chef se retrouvent toujours dans les mains de sa famille biologique. L'État n'a pas encore fait les honneurs qui sont dus ni à l'homme en tant qu'acteur de l'histoire du Togo, mais l'homme dont nous parlons n'a pas été un acteur mineur. Oui. Il a été un acteur majeur. Il a pesé personnellement, c'est-à-dire il avait son parti, le culte, le pute, mais en tant qu'individu, il a pesé personnellement sur beaucoup de processus dans l'émergence du Togo, si vous voulez, post-colonial. Et voilà qu'on l'appelle même père de l'indépendance. Tout à fait. Il est le père de l'indépendance du Togo. Il a négocié l'indépendance en chef. Oui. Il a négocié l'indépendance. Et c'est lui qui, aujourd'hui, n'a pas encore reçu les honneurs. Et ce problème a deux dimensions. Et il faudrait que les Togolais s'en saisissent pour que dans les débats qui vont venir sur cette question, il y ait des éléments, de la matière. La première dimension, elle est territoriale. La dépouille de feu Sylvanus Olympio se trouve. Est-ce que ces dépouilles se trouvent au Bénin? Ces dépouilles se trouvent au Togo. Parce qu'il y a un contentieux territorial entre le Togo et le Bénin sur la zone, la contrée que nous appelons Agoé. Agoé est togolais. Là où repose Sylvanus Olympio et son épouse. Tout à fait. Ils sont au Togo. Donc, il faut d'abord se demander, est-ce qu'il faut déplacer la dépouille du Togo vers le Togo, puisque cette question n'a pas été encore résolue. Et elle doit être résolue par qui? Les deux pays, oui, autrement dit Bénin, le Togo, ou bien par les Nations Unies? Par les deux États. Et l'État béninois sait qu'il y a un contentieux territorial avec le Togo sur cette question. Mais malheureusement, les frontières maritimes ont été plus ou moins tracées. Il y a eu une commission mixte bénino-togolaise qui a travaillé sur les frontières. Or, les frontières maritimes se tracent en continuité ou par rapport à la frontière terrestre. Donc, c'est comme si on a posé un acte du point de vue juridique qui remet en question toute velléité de remise en question du tracé terrestre de la frontière. Mais cette question va se poser parce que cela vous étonnera, mais lorsque M. Patrice Talon va prendre le pouvoir, il a, dans son plateau de sécurité, il a envisagé les possibilités d'une invasion du Bénin par l'armée togolaise. Il a envisagé, je ne peux pas vous donner la source, mais pourquoi le Bénin peut-il envisager que l'armée togolaise puisse faire des incursions? Justement parce qu'il y a une portion de terre dont
la destinée n'a pas été encore résolue. C'est exactement ce qui se passe entre le Togo et le Ghana avec le BMT, British Mandate of Togo. Que eux-mêmes, ils appellent d'abord Ghana le Togoland. Voilà. Donc, la dépouille de Sylvanus Olympio étant à Agoué devient un objet symbolique important pour rouvrir ce dossier. Pour rouvrir ce dossier. Donc, si on déplace encore cette dépouille, est-ce que ce serait pas le deuxième acte juridique important posé par le Togo lui-même? Autrement pour dit, dire que ce contentieux est terminé? Que je vous rétrocède ou je vous donne gracieusement cette portion litigieuse. Et il faut comprendre la portée symbolique des objets et des questions. Donc ça, c'est la question d'ordre territorial. Voilà. Et moi, je dois dire que c'est un avantage relatif pour le Togo que pour l'instant, cette dépouille se retrouve à Agoué. C'est un avantage. Oui, c'est un avantage parce que c'est un prétexte pour ouvrir le dossier. Et si la génération actuelle de leaders ne sent pas cette mission, d'autres générations la sentiront. C'est un peu comme le général Eyadema qui, après avoir lutté pour reprendre le Togo britannique, a un jour déclaré qu'on lui a dit que cette mission n'est pas la sienne. Et que ce sera un Togolais qui sera aux commandes, qui sera un Togolais du Sud, qui portera ce combat. Donc, vous savez, les frontières ne sont pas définitives. Et l'État est une émanation. On peut les repousser, on peut les rétrécir, également. Bien sûr. L'État est une émanation historique qui peut être dépassée par le temps. Vous voyez comment les États nigériens, maliens et burkinabés vont maintenant être dépassés par le temps avec la confédération de l'AES. Ces États vont disparaître en tant qu'unité politique avec le temps. Donc l'État en soi, le fait d'avoir dans l'esprit des frontières figées est une vue de l'esprit. C'est une illusion. La géopolitique évolue et ça change. Et Sylvanus Olympio lui-même disait que les frontières nationales n'étaient pas une chose à consacrer. Et il fallait travailler pour une intégration sous-régionale parfaite afin d'abattre les effets physiques et symboliques des frontières. Docteur, vous avez entre-temps touché aussi le terrorisme qui aujourd'hui est en train d'envahir le monde entier. Mais le 13 janvier dernier, le président togolais Faure Gnassingbé s'est voulu plus proche des soldats tués ou qui sont blessés à vie, en voulant donc défendre la nation contre ces terroristes, ces hommes sans foi ni loi. Ce geste très parlant, comment l'avez-vous appréhendé? Si vous permettez, oui. Et il y avait la seconde dimension de la question précédente. Ah, d'accord. Ouais. J'avais parlé de deux dimensions, le territoire et puis l'homme politique. Bien, pour ce qui est de l'homme politique, c'est une affaire togolaise nationale. Et je crois que le gouvernement togolais a déjà commencé par faire des efforts pour rapprocher la famille à travers l'Ashkrun. Et c'est la famille qui a dit, pour l'instant, M. Gilchrist Olympio, il ne peut pas décider seul, que c'est une affaire de famille. Et cette question est restée en suspens. Sinon, il y a eu la volonté exprimée par le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, pour une réhabilitation de Sylvanus Olympio. Mais on peut quand même lui accorder ce crédit, puisque c'est sous Faure Gnassingbé que Sylvanus Olympio a été un peu réintégré, réhabilité. Vous avez vu sur des pancartes publiques le terme ablodé les 27 avril. À partir d'une certaine année, on mettait pas ça sous Eyadema. Et il y a eu tellement le nom Sylvanus Olympio sur l'hôpital. Voilà. Ça ne pouvait pas exister au moment de Eyadema. Il y a eu quand même aujourd'hui... Sous le règne de Faure Gnassingbé, l'hôpital, on a attribué son nom à cet hôpital. Donc il y a une volonté exprimée, c'est indéniable, de Faure Gnassingbé de réhabiliter le premier président du Togo. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez les effigies des présidents, vous le voyez en premier. Et si le fait qu'il apparaisse dérangeait, on n'aurait pas fait des effigies de tous les présidents. À cause de lui seul, on ne ferait pas. Donc déjà, ce sont des indices qui nous permettent de comprendre que le caractère réfractaire que le général Gnassingbé Eyadema avait, dont il avait couvert la question d'Olympio n'est plus. Voilà.
n'est plus aujourd'hui. Même la célébration de la date du 13 janvier en grande pompe, tout à fait, cela est annulé par Fogna Singbe. Justement, parce que c'est une date un peu mitigée. C'est pas une date commune. C'est les pleurs pour certains et la gloire pour d'autres. Eh bien, pourquoi ne pas célébrer la gloire en privé pour ne pas choquer la conscience populaire? Et c'est ce que Fogna Singbe fait. Je sais que la fête du 13 janvier se fête dans un cadre assez restreint, mais ce n'est plus un événement national. Voilà. C'est déjà un pas qui montre qu'il y a un respect de la figure. Et quand vous venez aux affaires, vous découvrez ce que Sylvanus Olympio a fait, vous ne pouvez que le respecter. Oui, c'est quelqu'un qui s'est vraiment battu pour le Togo. Il y a pas quelques jours, nous avons fait un travail sur le processus de sa réforme monétaire. C'est extraordinaire. Non, les Togolais doivent... Malheureusement, ce sont des documents qui sont scientifiques. Ce sont des articles scientifiques et tous les Togolais ne peuvent pas lire. Mais les Togolais doivent revenir pour comprendre ce qui s'est passé à partir du 12 mai 1962 jusqu'au 20 décembre 1962. Et ce qui lui aurait valu cet assassinat? Absolument, absolument. C'est-à-dire, il faut que ça se popularise. Voilà. Ce que Sylvanus Olympio a fait. Comment Hospice Coco à Paris en septembre va négocier des accords monétaires avec le système de compte d'opération. Il revient à Lomé. Alors que la BCAO était tout à fait contente du fait que le Togo a plus ou moins signé les documents. Sylvanus Olympio reprend les documents à Lomé, il remet tout en question. Et il fait sa relecture personnelle. Il ne veut pas de compte d'opération. Il change les plafonds sur les recettes fiscales qui étaient de 10% pour les autres pays de la zone. Sylvanus a demandé 25%, ça a été accordé. Mais toutes les relectures qu'il fait entre octobre et novembre vont déterminer la naissance de la Banque centrale du Togo. C'est lui seul qui a pesé. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment tout son esprit dans l'affaire du Togo. Voilà. Et on le peut patriotisme pas, absolument. Et on ne peut pas vilipender ce personnage. Oui. On ne pourra jamais le faire. On ne devra jamais le faire. Et tant que si les Togolais, certains Togolais veulent s'amuser à le faire, il y aura toujours un rejaillissement négatif de cette tentative de dépravation de la mémoire sur eux-mêmes. Sylvanus Olympio est à respecter. Quelles que soient les erreurs qu'il a commises, qu'il a eu à commettre, il est à respecter. Il est un homme, une étoile filante qui commet des erreurs. Mais c'est quelqu'un qui a consacré sa vie pour la cause collective. Voilà. Absolument. Du Togo. Oui. Et je reviens maintenant à ma préoccupation. On a vu le chef de l'État avec des soldats blessés, même les familles de ceux qui étaient, ceux qui ont perdu leur vie et tout. Et puis il a découvert une soixantaine de chefs d'État, pardon, de soldats, et avec qui il a échangé sur les questions très sérieuses et personnelles à chaque soldat qui voulait défendre la nation togolaise. Oui, c'est très apprécié. Le chef de l'État, bien qu'il soit un civil, et il est le commandant en chef des forces armées togolaises. Oui. Et il a toujours montré une sensibilité particulière pour les forces armées togolaises. Les gens avaient cru que on ne pouvait gérer les FAT que si on est un militaire. Mais Fogna Singbe démontre avec un esprit absolument martial et on peut, avec respect, gérer les forces armées. Voilà. Et depuis le début de cette campagne antiterroriste, je pense que le chef de l'État n'a commis personnellement, vis-à-vis des éléments qui se battent, aucune erreur particulière. Ouais. Et les FAT elles-mêmes savent que le paquet est mis, il y a la volonté du chef de l'État pour que cette campagne soit soutenue. Oui. Qu'il y ait des têtes brûlées dans la structure des FAT qui manipulent les ressources pour des intérêts privés ou qui font des choix qui ne sont pas commodes, ou si vous voulez, qui ne sont pas très accommodants pour les éléments de terrain, ça ne relève pas directement de la responsabilité particulière du chef de l'État.
Et on peut peut-être faire des critiques au nom de la responsabilité générale. Mais vous savez que la responsabilité générale ne produit pas des actes que l'on peut vous imputer. Voilà. C'est juste par transitivité, n'est-ce pas? Donc, nous apprécions les actes posés par le chef de l'État vis-à-vis des forces armées. Et c'est malheureux que certains de nos compatriotes meurent, hein, les armes au poing, pour défendre le territoire. Parce que finalement, c'est pour défendre le territoire que ces soldats meurent. Et d'autres sont blessés à vie. Oui, sont blessés à vie, en effet. S'il y a peut-être un souhait à exprimer, c'est qu'il y ait un code, d'indemnisation spéciale des Togolais qui meurent en luttant pour le pays. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'élite militaire, on peut créer un chapitre spécial, et de l'élite civile aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'élites, de personnalités de l'élite civile qui, en mission pour le pays, connaissent des mésaventures. Et après, on les oublie. Après, on les oublie. Et ce n'est pas bien. Et les FAT et les enfants des FAT, les enfants de citoyens togolais qui sont des FAT qui meurent, il ne faudrait pas qu'on les indemnise au vol, au lance-pierre. Il faut qu'il y ait un code, un vrai code, où c'est un enfant que vous perdez. Et ça ne doit pas être une affaire de 10 millions. 10 millions, c'est rien. Encore que, on n'atteint pas ces chiffres dans certains cas. Et encore que, ce ne doivent pas être une affaire d'argent. Ça peut être une affaire de prise en charge carrément de certains besoins de cette famille jusqu'à vie. Et qui incomberait à l'État? Bien sûr, togolais? à l'État. Je pense que il faudrait que le Parlement, sous l'impulsion de la commission de défense, travaille sur un vrai code d'indemnisation des citoyens togolais, militaires ou civils, qui meurent en luttant, en se battant de façon explicite. En tant qu'intellectuel togolais, c'est votre suggestion, votre absolument pour le Togo. Voilà. Ah oui, mais le Togo s'apprête également à aller au sénatorial le 15 février prochain, une première dans l'histoire du Togo. Dr Gada, alors, quelle importance revêt le Sénat dans une république comme la nôtre? Bien, si c'est une question politique, je vous dirais que personnellement, je ne vois pas l'importance du Sénat pour un pays de 8 millions d'habitants qui, dans certains contextes, peut être gouverné comme une grande métropole. Abuja, ça fait... Lagos, ça fait 10 millions. La métropole... Non, mais Lagos, ça fait 23 millions. Oui, avec les périphéries. Voilà, c'est-à-dire Lagos même. Oui. Avec les périphéries, vous arrivez... quand vous êtes à Milan, par exemple, avec la métropole, vous arrivez à 12-13 millions. Wow. Mais qui dépasse toute la population togolaise. Bien sûr, mais il n'y a pas plusieurs maires à Milan. Il y a un seul maire qui gère la ville de Milan. Donc, le Togo, ce n'est pas une affaire si extraordinaire. Et ce n'est pas vraiment nécessaire de créer une double chambre, de faire du bicaméralisme dans le processus de fabrication législative. La preuve, c'est que depuis que le Togo est né, on a fait des lois. Mais c'est seulement le Parlement qui a fait les lois. L'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée nationale qui a fait les lois. Bon, l'Assemblée nationale, le Parlement et le Sénat. Donc, je parle strictement du Parlement en soi. C'est le Parlement qui a fait les lois. Les lois sont en vigueur. Ça ne pose aucun problème. Mais le Sénat fait partie de la Constitution nouvelle. Donc, il y a une obligation constitutionnelle de mettre en place cette institution. Donc, ce n'est pas maintenant que la démarche de mise en place du Sénat est lancée que ça peut être critiqué. Et donc, entre-temps, sous le prisme politique, vous avez dit que au regard de la tête de la population, on n'en a pas besoin. Maintenant, sur la base, ou bien eu égard des textes, à la nouvelle constitution, voilà, nous sommes dans un régime légal. Et ce régime légal demande qu'il y ait un Sénat. Et ce que les gens doivent contester, ce n'est pas la démarche exécutive. C'était plutôt la démarche constitutive de la loi.
Une fois que le Sénat se trouve consacré dans la loi, on doit le mettre en place, c'est tout. Donc je ne ferai pas de débat de médecin après la mort. Voilà. Dans tous les cas, le Sénat permet à l'État togolais de trouver une porte de sortie à certains acteurs qui ont travaillé pour le pays, qui ont un certain âge et qui peuvent donner en tant que sages, n'est-ce pas, puisqu'il y a un contrôle législatif qui se fait par le Sénat. Donc ce Sénat, son côté positif, c'est que les membres de ce Sénat pourront faire le contrôle dû à la tradition. Il y a une tradition politique dans le pays. Et c'est les anciens qui sont dans le Sénat. Généralement, vous verrez que ce sera les anciens. Oui, il y aura quelques jeunes seulement. Oui, la configuration des candidats, on voit déjà que ce sont des personnes d'un certain âge. C'est des gens qui ont vu l'État fonctionner et qui peuvent, au nom de la tradition constitutionnelle, faire des remarques. Donc, nous les jeunes, nous n'avons pas encore notre droit à la cité pour le moment. Non, ça dépend. Juridiquement, tant que vous êtes éligible, vous êtes dans le système régional du conseil régional, vous pouvez participer, être membre. Et nous allons revenir tout à l'heure sur un point vers les mots de la fin du discours du chef de l'État à la nation le 31 décembre dernier. Mais avant, on va marquer une pause. Le temps sur reprise donc de l'émission. Nous recevons ce matin pour vous Dr Ekwe Foligada, qui est enseignant-chercheur et puis un enseignant-chercheur qui s'intéresse aux questions des relations internationales, de la géopolitique. Alors, docteur, tout à l'heure, on était sur le débat, on touchait les questions d'ordre international et puis national, mais je vais quand même aller un tout petit peu à l'étranger. La CEDEAO vient de notifier au Mali avoir pris acte de son divorce avec ce membre. Et donc, les trois pays de l'AES, ma question elle est de savoir, est-ce qu'ils peuvent se passer de la CEDEAO et vice-versa? Bien, si la question est celle-ci, la réponse est oui. Ils peuvent se passer de la CEDEAO. Dans un monde globalisé? Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la CEDEAO dans le monde. Et quand vous vérifiez très bien, vous verrez que le flux d'échange du point de vue commercial entre nos pays dans la sous-région est très bas. Nous importons des pays industrialisés. La grande partie des denrées, des produits que nous utilisons viennent des pays industrialisés. Et nos pays ne produisent en réalité que les matières premières. Et donc le gros problème sera la circulation des personnes et des biens, la distribution des produits du commerce international. Parce que les pays enclavés dépendent des ports des pays côtiers. Voilà. Et puisqu'ils font leur commerce international à travers ces ports, il y avait une dépendance là-dessus. Mais les pays de l'AES se sont bien gardés de se brouiller avec tous les pays côtiers de la côte du Golfe. Ils ont entretenu de belles relations avec un pays comme le Togo. Ah oui. Ce qui leur garantit la continuité de leurs affaires, de leurs tractations commerciales à travers le port de Lomé. Et ils ont réussi aussi à avoir de bonnes relations avec le Ghana, le nouveau Ghana. Et sous John Mahama. Sous John Mahama. Et donc, finalement, quand vous réfléchissez bien, quels sont les domaines dans les relations internationales où ces pays ont développé une telle dépendance de la CEDEAO au point de ne pas pouvoir s'en passer? Il n'y en a pas tellement. Ils vont s'en sortir parce qu'ils ont des partenaires étrangers puissants. Ils ont ouvert les portes à la Chine. Oui. Ils ont ouvert les portes à la Russie et au Brésil, à tous les pays, à la Turquie. Mais dans la balance aujourd'hui, ce sont des pays qui comptent. C'est les pays qui comptent aujourd'hui. Quand vous allez même en Europe, le marché européen est plein de produits chinois. Oui. La dernière fois, l'Union européenne, lorsqu'ils ont renouvelé le marché, le contrat commercial avec la Chine, ils ont demandé à ce que les Chinois introduisent dans le
dans le contrat l'obligation de transférer de la technologie, du know-how à l'Europe. Vous voyez comment les termes de l'échange ont été inversés en quelques années? Et sur l'électrique, les Chinois sont à la pointe. Les technologies avancées. Quand vous allez faire un tour en Chine, vous découvrez que c'est un pays colossal. Beijing, c'est 3 fois New York. Oui. Et toute la côte est de la Chine est bombée de villes, de grandes villes extraordinaires. Et déjà, je vous raconte l'anecdote, déjà en 2014, il y avait eu une mission d'une délégation du gouvernement italien en Chine, conduite par l'ancien ministre Prodi, Romano Prodi. Oui. Ils allaient pour contracter, faire des contrats dans le domaine de la gastronomie. Et lorsqu'ils sont allés, la chambre de commerce de Beijing, le président de la chambre de commerce leur a dit qu'en Chine, dans cette zone, ils avaient 60 millions de millionnaires en euros, de milliardaires en euros. 60 millions de milliardaires. 60 millions de milliardaires en euros. Alors que la population de l'Italie faisait 60 millions de personnes. Vous voyez le rapport. Et donc, si vous avez des partenaires comme ça et qui sont ouverts, vous avez des possibilités énormes. Bien. Et puis, il faut dire que personne n'est indispensable dans ce monde. Personne, nul n'est indispensable. Si les pays de la CEDEAO disparaissent, le Mali, le Niger et le Burkina ne pourront-ils pas vivre? Ils vivront. Ils vivront? Bien sûr, ils vivront. Et ils sont même déjà, ils ont mis les structures pour ne plus dépendre des pays du Golfe, des pays de la CEDEAO, surtout des pays qui sont très hostiles. Vis-à-vis de ces 3 pays de l'AES. Absolument. Ah d'accord, mais un fait nouveau, cet invité la dernière fois, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais le nouveau président du Ghana, John Mahama, a invité le 7 janvier dernier le capitaine Ibé à son investiture. C'est-à-dire que le groupe de la CEDEAO n'est toujours pas compact, et il y a de l'effritement au sein de ce groupe. Il n'y a jamais eu du compact dans la CEDEAO au sujet du Mali, du Niger, du Burkina. Au-delà des apparences et des grands communiqués que à la fin, quelqu'un fait balancer sur les tables de la CEDEAO, il n'y a jamais eu de compact. Ils ont toujours eu des avis divergents. Divergents. Certains, n'étant pas assez puissants, n'arrivent pas à exprimer leur désapprobation. Ah, oui. Mais ils ne sont pas d'accord avec les traitements que l'organisation sous-régionale a réservés à ces pays. Ils ne sont pas d'accord. Les sanctions. Les sanctions. Infligées à ces 3 pays lors des coups d'État. En effet, ils ne sont pas d'accord. Déjà, vous voyez le cas du Togo. Le cas du Togo où le président de la Côte d'Ivoire a voulu plusieurs fois que le président du Togo s'aligne sur la position ivoirienne, alors que le président du Togo, il a décidé d'être proche de ses frères, voilà. de ses États frères. Et la même chose vaut pour le Ghana. Le Ghana de Nana Akufo-Addo s'était malheureusement lié les mains à travers certains pas diplomatiques qu'il avait posés. Ce qui l'empêchait effectivement de dire la position du Ghana. Parce que la position claire. La position de Mahama est la position prépondérante au Ghana. Oui. Et vous imaginez... Vous êtes sûr? Bien sûr. L'ancien président du Ghana, Nana Akufo-Addo, il recevait Emmanuel Macron dans son ranch, dans sa résidence privée. Emmanuel Macron est venu, au moins il a passé un week-end avec lui. Donc c'était des relations amicales. Et Nana Akufo-Addo, il a fait la France. Oui. Donc, il s'exprime en français. Il s'exprime bien en français. Oui. Et lui, il ne pouvait pas se désengager, se désolidariser. Il a subi plein d'injonctions dans la gestion de ce dossier. Heureusement qu'il était à la fin de son mandat. Le Ghana, le vrai Ghana, est revenu en surface. Et on a vu même l'accueil réservé à Ibé quand il était donc sur cette terre étrangère. Oui, mais diplomatiquement, lorsque vous invitez un chef d'État à votre investiture, c'est que vous avez déjà des dispositions amicales. On n'invite pas un chef d'État hostile. Et le fait que le président, le chef d'État, parce qu'il n'est pas un président, élu, oui, il est un chef d'État, Ibé soit venu au Ghana et soit reçu en pompe, préfigure déjà
de la position du nouveau Ghana. Et n'oublions pas un fait. Les Ghanéens n'ont jamais été d'accord avec l'assassinat de Thomas Sankara. Rawlings n'a jamais été d'accord. Il a eu à l'exprimer plusieurs fois, même lorsqu'ils étaient aux affaires. Vis-à-vis du général Nassim Beyadema, il a dit plusieurs fois de ne pas envoyer des éléments des forces spéciales pour accomplir des basses besognes contre Sankara. Il a averti. Et lorsque des choses se sont passées, le Ghana s'était fâché avec le Togo. Et cela aurait entraîné un petit froid entre le Togo et le Ghana entre-temps? Absolument. Absolument. Il y a eu des périodes de froid diplomatique entre nos deux pays et à cause du dossier du Burkina Faso. Et les Ghanéens sont toujours restés dans la mélancolie et puis dans la nostalgie du retour de ce Burkina qui a été une fenêtre lumineuse dans le temps. Et il est capitaine. Il a des positions qui ressemblent beaucoup aux positions sankariennes. Et ça ravive. Une sorte de réincarnation. Absolument. Ça ravive des flammes du passé. Et c'est un président qui est aimé au Ghana. En plus, il y a un partage d'informations extraordinaire entre les deux États au nord. Ils s'entendent très bien. L'armée burkinabé avec l'armée ghanéenne. Et puis l'armée ghanéenne étant plus structurée, plus forte, les Ghanéens ont une armée. Et les Ghanéens ont eu une armée depuis la période coloniale. Et c'est une armée qui a été renforcée par Rawlings lui-même. Et cette armée collabore beaucoup avec l'armée burkinabé au nord. C'est deux pays qui vont s'entendre, qui vont beaucoup s'entendre. Et je crois que c'est une chance inouïe pour le Burkina d'avoir un allié non francophone sur la côte. Parce qu'au cas où le Togo devait subir des pressions et céder sur certaines questions, le Ghana le Burkina pourra se rabattre sur un pays non francophone. Oui. Le Ghana, c'est le pays non francophone qui est entre deux pays francophones. Donc c'est une île, disons une île si vous voulez, un couloir qui peut se prévaloir d'une certaine indépendance vis-à-vis de la sphère française. Maintenant qu'un autre dirigeant est passé au pouvoir. Donc... et qui se montre très proche donc du chef d'État burkinabé, alors là, ça ne fera que faire l'affaire des deux peuples. Mais comme vous évoquez tout à l'heure le français, ou disons la France, je me rappelle bien le président français Emmanuel Macron, le 6 janvier dernier, n'a pas du tout été tendre envers les dirigeants africains quand il les taxait, ou bien il a dit clairement que des chefs d'État sont ingrats vis-à-vis de la France, et menteurs également vis-à-vis de leur peuple. Sortie désastreuse ou bien carrément une pression diplomatique? Non, un peu il dit la vérité. Un peu il a dit la vérité de façon crue. Un peu il a exagéré. Il a été de mauvaise foi. Il dit la vérité dans ce sens que la plupart des chefs d'État qu'ils ont eux-mêmes placés, ils mentent vis-à-vis de leur peuple. Oui, ils ne disent pas la vérité à leur peuple. Ils sont dans des deals qui sont innommables, sur lesquels ils ne peuvent rien dire. Et ça, c'est l'attitude d'un partenaire qui est en train de trahir Emmanuel Macron, qui est en train de trahir ses amis africains, en disant des choses pareilles. Et quand il arrive à parler comme ça, c'est que, comme on dit banalement en Côte d'Ivoire, les choses sont gâtées. Parce que les choses sont gâtées, parce que maintenant les secrets du couple peuvent commencer par sortir. Eux-mêmes, ils savent très bien, les Français savent très bien que ils organisent, comme l'a révélé Bourgi, dans son ouvrage, ils organisent des fausses élections. Et qui a fait beaucoup de tout médiatique également. Oui, mais il faut lire l'ouvrage pour voir les dessous des dossiers. Moi, je suis étonné de voir que beaucoup se sont arrêtés sur la question de la vitrification de Gbagbo. Mais il faut lire le livre. Il explique des dossiers extraordinaires. C'est-à-dire, en fait, les Français, la France s'est employée à imposer des chefs d'État royalement aux Africains. Et ils ont fait des deals pour que ces chefs d'État ne disent rien. Et c'est ce qui fait. Pourquoi il les taxe de menteurs? Il dit la vérité. Maintenant, il dit qu'ils sont ingrats. Mais pour l'ingratitude, M. Macron est de mauvaise foi.
Vraiment? Ah oui, et ils sont de Et mauvaise là, foi. vous vous alignez sur la voie quand même de Ousmane Sonko et du président tchadien. Oui, bien sûr. Ils sont de mauvaise foi parce que ils savent très bien que la France ne peut pas être ce qu'elle est sans l'Afrique, sans ces pays africains qui leur a offert la voie royale vers des ressources naturelles et ordinaires et stratégiques sans limite. Et ils savent aussi que la France peut faire ce qu'elle fait à l'international parce que elle sait pouvoir s'appuyer sur des ressources qui viennent de l'Afrique. C'est une ingratitude crasse de la part de M. Macron. Mais à la fin, ça frise un peu, je ne sais pas. Du mépris? Non, mais je voudrais dire du wokisme. Ça frise un peu du wokisme, si vous voulez, au sens figuré. Parce que un chef d'État français, les chefs d'État français qui se sont respectés, comme M. Mitterrand, comme M. Chirac, n'auraient jamais dit une chose pareille. Ah. Oui, même dans les crises les plus compliquées, la crise de la dévaluation en 1994, les Français, ils savent très bien qu'ils devaient, eux, faire les apports en devises. Lorsque l'équilibre monétaire était en défaveur à la France, ils devaient faire des apports. Mais ils ont voulu dévaluer pour ne pas perdre. Mais dans ces crises où Bongo et Adema se parlaient sur ce qu'il fallait décider, mais le président français a toujours été courtois. Vis-à-vis de l'Afrique. Bien sûr, il est arrivé jusqu'à dire, Chirac a dit que l'Afrique est un véhicule. C'est-à-dire que l'Afrique sans la France sans l'Afrique, l'Afrique sans la France est un véhicule sans chauffeur. Et la France sans l'Afrique, n'est-ce pas, est un véhicule sans carburant. Je crois qu'il a dit une chose pareille quand même qui explique... Tel que vous le dites, docteur, et à voir les choses aujourd'hui, ne voyez-vous pas que sous Macron, l'attachement de la France à l'Afrique subit des déconvenues? Oui, c'est parce que Macron lui-même, il a fait des choix stratégiques mauvais. Lorsqu'il est venu au pouvoir, il disait qu'il allait mettre un terme à la France-Afrique. Mais en fait, la décision qu'ils ont prise à Paris, c'est de laisser les réseaux gérer l'Afrique. Il a décidé de laisser les relations France-africaines être gérées par les réseaux. Les réseaux, c'est qui? C'est des hommes d'affaires, des anonymes, des monarchies européennes qui ont investi dans le franc CFA, qui ont investi dans les entreprises en Afrique et qui sont en fait ceux qui activent les questions politiques qui changeaient les chefs d'État. C'est-à-dire, l'État français en tant qu'État fonctionne comme un État. Mais en dehors de l'État français, il y avait les réseaux. C'est les réseaux qui ont investi dans la période coloniale en Afrique, qui ont mis des entreprises et qui ne voulaient pas perdre. C'est les réseaux qui ont fait tuer des chefs d'État. C'est les réseaux qui ont fait signer des accords coloniaux. L'État français portait en fait cette relation en tant que structure légale. Et pendant longtemps, sous De Gaulle, Foccart, qui était l'homme des réseaux, a été intégré dans la structure étatique. Donc il y avait une collusion, n'est-ce pas, une confusion entre les réseaux et l'État français dans le cadre des relations france-africaines. Et chaque fois qu'un président vient, il trouve que l'État français, si l'État français doit gérer tout ça, ça devient lourd. Oui. Parce que les Africains ne sont plus des pays à 2 millions de population comme pouvait l'être le Togo en 1960. Voilà. Et la démographie a changé, et le niveau d'instruction a évolué. Les Africains ont des exigences, ont des prétentions. Et ça devient difficile à gérer. Voilà. Donc Emmanuel Macron, il décide de laisser les relations franco-africaines et france-africaines dans les mains des réseaux. Et c'est les réseaux qui ont commencé par gérer. C'est pourquoi il parle aujourd'hui comme ça. Il parle comme ça parce que il y a une distinction. Comme si ce sont en tout cas ces boys de maison ou carrément ces vassaux. Et puis finalement, il n'y a plus de courtoisie ni de respect mutuel. Et ce qui enclenche ou déclenche même la colère de certains, voire même le président tchadien qui entre-temps a été porté par le président Macron lui-même. Mais aujourd'hui, il se retourne contre le président Macron. Mais si vous voulez mon avis, moi je préfère même un trend de langage comme ça. Oui, parce que c'est vrai. Au moins pour une fois, c'est vrai. Parce que cette courtoisie diplomatique qui est fausse et qui embobine les Africains par les leaders
pas les élites. Les populations, quand ils voient, ils voient les discours, ils écoutent les discours, ils voient les vidéos en ligne ou à la télé, et ils croient qu'il y a rien, il y a un mépris. D'accord. Il y a un mépris, il y a pas de l'amour, il y a un mépris. Et puis, lorsque vous prenez certains Africains qui veulent rentrer au Conseil de sécurité des Nations Unies, comment voulez-vous rentrer dans un club qui a été formé en mode complot contre vous? Vous ne pourrez pas rentrer dans ce club. On a écouté le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud la dernière fois, c'était en septembre dernier, qui a demandé, je dirais même à corps et à cri, qu'il faut 2 places pour l'Afrique au Conseil de sécurité, qu'il faut revoir. Non, les gens ont fait un club contre vous. Et vous voulez rentrer dans le club. Si vous voulez rentrer, vous savez ce qu'ils vont faire? Vous allez rentrer dans le club, mais ils vont déplacer les lieux de décision. Vous irez chauffer les chaises, ils vont décider ailleurs. Donc, ce n'est plus la peine? Non. Il faut que l'Afrique cesse de chercher à s'asseoir là où personne ne veut la voir. Il faut que les Africains acceptent maintenant ce qu'ils sont. C'est-à-dire, les Africains sont un peuple rejeté, haï, détesté. Et aujourd'hui, on fait des recherches poussées sur l'impact de la race dans les relations internationales. Et tant que les Africains ne comprennent pas qu'ils sont une race haïe, une race qui est la cible, ils ne pourront pas s'en sortir. Et il vaut mieux que les Africains commencent par s'aimer entre eux, par créer des relations de la solidarité entre eux sur des questions africaines, pour constituer un nouveau centre. Peut-être en surfant sur la nouvelle tendance du Global South, du Sud global, qui pourra permettre aux Africains de recevoir de la technologie et de prendre du temps pour se construire à l'ombre de cette nouvelle tendance mondiale. Au lieu de vouloir aller s'acoquiner par force dans un conseil de sécurité qui est en train de s'effriter, dont les membres eux-mêmes ne respectent plus les règles et ne s'entendent même plus. Pourquoi c'est maintenant que les Africains veulent rentrer dans ce conseil? Et puis vous rentrez dans le conseil pour avoir quelle zone d'influence? Donc une démarche hasardeuse? Bien sûr. Mais vous-même, vos territoires font partie des zones d'influence de ces puissances. C'est-à-dire ces puissances se sont divisées le monde. Vous qui parlez, votre capitale, votre pays, fait partie de la zone de quelqu'un. Maintenant, ils ont cette zone au nom de leur position au Conseil de sécurité. Ils veillent en sécurité sur ces zones. Maintenant, vous qui êtes dans la périphérie, vous voulez être aussi membre pour avoir quelle zone d'influence? Si vous ne pouvez pas protéger l'Afrique. Toute la question est là. Bien sûr, ce sont des discours, je pense, de façon crue et sincère, ce sont des discours qui sont utiles à certains leaders africains pour créer une popularité. Mais dans la pratique, le monde va dans un autre sens. Et ce n'est pas au Conseil de sécurité des Nations Unies que les Africains vont résoudre leurs problèmes de sécurité qu'ils ont. Parce qu'ils sont la cible de tout le monde. Et vous l'avez dit, nous sommes haïs, nous sommes détestés, nous constituons la cible des autres grandes puissances. Exactement. Alors, on voit le retour de Donald Trump à la Maison Blanche le lundi prochain. Va-t-il recréer espoir pour la fin de la guerre russo-ukrainienne, ou bien ça va encore engendrer des séries de crises? Et ce sera ma toute dernière question à vous. Donc. Non, M. Donald Trump a déjà donné 2 théâtres où les États-Unis vont intervenir militairement. Vous avez la réponse à votre question. Nous ne sommes pas en train de rentrer dans une zone de pacification, dans un espace temporel de pacification. Les choses iront de mal en pire. En tant qu'enseignant-chercheur, docteur, quelle issue pour les pays les moins avancés? Nous sommes à la fin de l'émission. Les pays les moins avancés devraient, dont le Togo, devraient jouir de la conjoncture mondiale actuelle, avec notamment le développement du Sud global et des nouvelles puissances qui sont en train de se constituer, parce qu'elles sont pour nous une opportunité pour souffler un peu et pour reprendre, n'est-ce pas, les défis de la bonne gouvernance dans nos États. Merci. Merci beaucoup. Ce matin, madame, monsieur, nous n'avons pas pu vous ouvrir l'antenne, mais notre invité, il se dit très disponible à répondre à vos préoccupations que vous allez laisser sur la page Facebook de la radio
que nous allons devoir lui transférer et que très prochainement, une autre occasion va lui permettre de pouvoir être à votre disposition et répondre à toutes vos questions que vous aurez à lui poser en direct. Et ce serait encore un grand entretien entre vous et lui. Merci Ascool pour la complicité technique et la conduite de cette émission. Merci Amjoy Allah qui